Amis de l'histoire, amis du roman historique, bonjour. Donc retour de vacances, donc un peu bronzé, et donc on va s'attaquer à un autre sujet que des fois précédentes. On va s'attaquer à la préhistoire, donc avant l'écrit. Donc pour ça j'ai trouvé un livre, c'est Préhistoire d'Europe, de Néandertal à Vercingétorix, 40 000 avant Jésus-Christ à moins 52. Donc c'est aux éditions Belin. C'est dirigé par Anne Loerf et c'est un gros livre très intéressant. Hein. Donc c'est très bien illustré. Hein. Il y a beaucoup de photos, hein, presque à chaque page, d'illustrations en photos. Vous voyez, donc c'est un livre très complet qui survole alors, des périodes immenses, hein, de la préhistoire. Hein, donc c'est très beau comme livre. Voilà. Hein, donc je vais vous lire la page de garde, pour une partie. Hein. Préhistoire d'Europe, de Néandertal à Vercingétorix, 40 000 à 52 avant notre ère. Retracer 40 000 ans d'une histoire qui commence avec la rencontre de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens et s'achève en moins 52 avec Vercingétorix, le vaincu d'Alésia, en relevant cet audacieux défi, Anne Loerf restitue au plus près des archives du sol la vie des hommes et des femmes de ce très lointain passé d'une toute première Europe, où on y découvrira la richesse, l'ingéniosité de ces sociétés orales, populations nomades, puis sédentaires, qui ont appris à maîtriser le feu. C'est pour ça que j'ai pris La guerre du feu, hein, de René Henné. Donc c'est très ancien comme roman, mais on y viendra la semaine prochaine. Donc on y découvrira les richesses, l'ingéniosité de ces sociétés orales, populations nomades puis sédentaires qui ont appris à maîtriser le feu, la pierre, la céramique, le bronze, le fer, ont enterré leurs morts, défriché la forêt, inventé l'agriculture et la métallurgie, construit des villes et des nécropoles, honoré leurs dieux, parcouru l'espace à pied, en bateau et sur des véhicules tractés de plus en plus sophistiqués. Voilà. Ensuite, j'ai donc sélectionné la page 57, le premier homme, page 57. Page 57, le premier homme. L'idée du premier homme. En Europe, pendant des siècles, Adam fut le premier homme, créé par la main de Dieu. Son ancienneté ne pouvait guère remonter au-delà de 4000 ans, certains disent 6000 ans. Dans une lecture littérale de la Bible. Si les érudits collectionnèrent toutes sortes de vestiges et les exposèrent dans leur cabinet de curiosité dès le XVIe siècle, il fallut attendre le XIXe siècle à la naissance de l'archéologie pour que la question de l'origine de l'homme soit posée de manière scientifique, d'abord en Europe et aujourd'hui à l'échelle de la planète. Les savants des pays scandinaves ou d'Angleterre avaient les premiers regardé et interprété les traces anciennes du sol pour y lire une histoire que les textes ne racontaient pas. C'est pourtant de France que vint la découverte décisive. Jacques Boucher, de Crèvecoeur de Perthes, 1788-1868, 90 ans donc, directeur des douanes dans la Somme, président de la Société d'émulation de la Somme, incarne la figure de notables de province passionnés qui parcourent les champs et les vallées à la recherche de vestiges anciens. Lecteur de travaux de géologie, Boucher de Perthes s'intéressait aux couches alvéolaires de la Somme. Il découvrit des silex dans des niveaux anciens associés à des restes fauniques d'animaux disparus sur le site de Manchecourt-les-Abbeville. Là, en 1842, un outil en silex visiblement façonné par la main de l'homme reposait près d'une mâchoire de mammouth.
La présence dans une même couche de ces deux pièces suggérait fortement leur contemporanéité. Boucher de Perthes tenait ainsi une preuve de la très haute antiquité de l'homme, grâce à la méthode dite stratigraphique, employée par les premiers géologues dès les années 1840. D'accord. Persuadé de la validité de sa théorie, Boucher de Perthes voulut présenter ses résultats en séance de l'Académie des sciences sans recevoir l'approbation à laquelle il s'attendait. Au contraire, le secrétaire perpétuel de l'époque, Élie de Beaumont, 1798-1853, fit preuve d'acharnement contre ces théories. Il ne pouvait être question d'admettre que l'homme ait pu vivre aux côtés des mammouths. En 1847, Boucher de Perthes publia ses travaux sous le titre explicite d'Antiquité celtique et antédiluvienne. Le mot clé était lancé, antédiluvien. L'homme aurait existé avant le déluge. Contesté d'abord en France, puis soutenu par les Anglais, ces résultats finirent par être admis en 1859. Charles Darwin, 1809-1882, publiait au même moment de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Résultat d'une synthèse brillante, reprenant des réflexions et des travaux des siècles passés, adoptés et rejetés, l'ouvrage fut reçu comme une véritable bombe par certains. Les caricatures fleurirent, associant Darwin aux singes auxquels l'homme aurait été apparenté. Boucher de Perthes et Darwin ne s'inscrivent pas dans les mêmes traditions intellectuelles. Le premier travaillait selon les méthodes des sciences de la Terre, de la géologie et de la stratigraphie, conçu comme un livre dont les pages s'empilent les unes sur les autres. Celle du dessus était la dernière, la plus récente. Le second était un homme des sciences de la vie, de la biologie, qui travaillait avec des systèmes d'arborescence dont les logiques de construction sont différentes. Un point commun les réunit cependant. Il a existé un homme très ancien, si ancien qu'il a vécu en même temps que les mammouths, ou plus vieux encore s'il doit être relié d'une manière ou d'une autre aux grands primates. Dès 1863, Charles Lyell, 1797-1875, soutint de Boucher de Perthes et ami de Charles Darwin, proposa à son tour un ouvrage qui fut aussitôt traduit en français. Il offrait la synthèse entre les propositions relevant des sciences de la vie et celles des sciences de la terre. Les 4000 années de la Bible semblaient désormais quelque peu étroites pour contenir cette longue histoire de l'homme. Il ne faudrait cependant pas imaginer tous les biologistes, géologues et autres préhistoriens en herbe du XIXe siècle comme de farouches anticléricaux, prêts à combattre Adam, la Bible et le catholicisme pour mieux faire admettre leurs théories. Dans ces domaines, l'homme et le chercheur ont composé selon leur conviction individuelle entre science et croyance. Au milieu du XIXe siècle, aucun moyen de datation absolue, une date précise dans un calendrier n'était disponible. Le cadre chronologique de l'histoire de l'homme pouvait donc être considéré comme avec une certaine souplesse, au besoin sur quelques milliers d'années, tout en admettant la coexistence de l'homme et du mammouth. Plus encore, certaines figures pionnières de la préhistoire furent des religieux, parmi lesquels se distingue par exemple l'abbé Croiset, 1887-1859, et plus tard l'abbé Breuil, 1877-1961. Admettre la très haute antiquité de l'homme a été un bouleversement intellectuel majeur, mais qui n'a pas eu pour conséquence directe une remise en cause générale des cadres temporels de la chrétienté. La contestation de ces derniers, leur éventuelle incompatibilité avec les résultats scientifiques pour certains esprits ont été plus une question d'engagement politique et de valeurs sociales que de croyances religieuses. Les premiers travaux furent bientôt nourris de découvertes majeures d'ossements humains. Néandertal, en 1856,
Cro-Magnon en 1868, pour ne citer que deux exemples parmi les plus célèbres. La préhistoire de l'homme devint peu à peu une réalité fascinante, parfois effrayante, nourrissant tous les mythes sur le premier homme. Les chercheurs ont fait du chemin depuis ce temps, pionniers de la recherche, et ont désormais quelques certitudes sur les premiers Européens. Voilà, donc c'est un premier passage. Hein, donc il y a des cartes avec les découvertes à différentes époques. Voilà, c'est très illustré, hein, comme vous pouvez le voir. Il est très expliqué. Voilà, donc ensuite, page 64, très lointains ancêtres. Page 64. 64, très lointains ancêtres. Voilà, nos très lointains ancêtres. Les débats sur le détail de la filiation entre l'Homo erectus et les différentes formes d'Homo sapiens ne sont pas clos. L'évolution est très lente et parfois difficile à cerner au regard des vestiges découverts. Pour l'Europe et les périodes les plus récentes des filiations, les interrogations portent en particulier sur la chronologie et les liens entre Homo neanderthalensis et Homo sapiens, dont nous sommes les descendants directs, Homo sapiens, hein, avec un petit peu Néandertal. Pour les Européens surtout. L'homme de Néandertal, évolution isolée de l'Homo heidelbergensis, voit le jour en Europe il y a environ 300 000 à 250 000 ans et donne naissance à une branche fossile de l'évolution humaine. Il finit par s'éteindre il y a environ 35 000 ans, après avoir formé la première unité du peuplement en Europe. Le site éponyme se situe dans le nord de l'Allemagne, près de Düsseldorf, où le premier fossile de crâne a été découvert en 1856 dans la vallée de Neander. Les trouvailles de Spie en Belgique en 1886, de Moutier en Dordogne et de la Chapelle en Saint en Corrèze, en France bien sûr, en 1908 confirment le caractère fossile de cette découverte humaine qui est complétée dès 1909 et jusqu'en 1921 par celle de la Férencie en Dordogne, où 7 squelettes de néandertaliens, 2 adultes, 5 enfants, ont été exhumés. Le nombre des sites de cette période du paléolithique moyen, paléo de pierre, hein, on utilisait surtout des pierres comme instrument, tranchantes notamment, hein, a régulièrement augmenté depuis ces temps pionniers. En 1993, à Skijn, en Belgique, c'est la mâchoire d'un jeune enfant qui fut remise au jour et datée il y a 120 000 ans environ. Dans le nord de la France, le site de Biache, Saint-Vaast, dans le Pas-de-Calais, situé sur les bords de la Scarpe, a été fouillé de 1976 à 82, daté entre moins 250 et 175 000 ans avant Jésus-Christ. Le gisement a été caractérisé par la présence de milliers d'ossements d'animaux dominés par le roc, l'ours, le rhinocéros, chassés pour leur viande et leur peau. Les 2 crânes humains exhumés étaient de type néandertalien. La grotte de Lazareth, près de Nice, connue depuis 1826, fut fouillée à partir de la fin des années 1960. Une structure de cabane de 11 mètres sur 3 mètres 50 y a été identifiée, dont la limite est marquée de pierre, datable d'environ moins 150 000 ans. L'espace interne comportait des foyers et des litières d'algues. Les restes animaux montrent la grande diversité des espèces chassées, la multiplication des fossiles archéologiques de ces dernières années et l'attention portée à cette période augmente sans cesse le nombre de données. Au moment de la découverte de ces premiers vestiges de la préhistoire était à peine naissante et les préhistoriens n'étaient sans doute pas prêts à une telle rencontre. Le monde académique dans son ensemble et la population l'étaient encore moins. Avec son physique robuste et trapu,
ses arcades sourcilières proéminentes et son nez épaté, Néandertal a été souvent considéré comme laid, selon les critères esthétiques contemporains. L'imagerie populaire en a fait une vedette, et à l'image, il a imaginé à peine redressé sur ses jambes, poilu, stupide, vulgaire, de caractère brutal et rustre. À peine un être humain en somme, dont les hommes civilisés du XIXe siècle ne voulaient en aucune manière pour ancêtre. Voilà, un crâne de néandertalien. Voilà. Donc encore une illustration. C'est presque à chaque page, hein, les illustrations. Ça doit revenir cher pour l'éditeur, je pense. Voilà, ensuite, page 71, Homo sapiens. Page 71. Homo sapiens. D'accord. L'affirmation de l'Homo sapiens. L'évolution du type humain il y a 40 000 à 35 000 ans environ coïncide avec le développement de nouvelles techniques, que les préhistoriens nomment aurignaciennes. Elles caractérisent les hommes nouveaux implantés en Europe occidentale. C'est le début de la période dite du Paléolithique supérieur, très riche et très complexe également en termes de groupes humains et de noms de cultures locales. Selon les régions, les modes de coexistence entre les derniers néandertaliens, culture du moustérien, moins 245 000 à moins 40 000 environ, et les premiers Cro-Magnons. Donc les premiers Cro-Magnons, Châtelproniens, moins 45 000 à 40 000, Aurignaciens, moins 40 000 à moins 28 000 environ. Les périodes suivantes portent le nom spécifique Gravetien, moins 25 000 et à moins 22 000. Solutrien, moins 22 000 à moins 18 000 environ. Magdalénien, moins 18 000 à moins 12 000 environ. Zilien, moins 12 000 à moins 10 000. On trouve sa présence précoce dans quelques sites d'Europe et des régions de forte concentration, comme le sud-ouest de la France, le nord de l'Espagne, l'ouest du Rhin. Voilà, tout ça est mis sur carte, hein, vous voyez, avec illustration également. Homo sapiens perfectionne ses outils, ses armes de chasse, en les adaptant au gibier et en inventant le propulseur qu'on voit dans la guerre du feu. Hein. On le voit parce qu'il y a eu un film. Hein, voilà. Donc, Homo sapiens perfectionne ses outils, les armes de chasse, en les adaptant au gibier, en inventant le propulseur qui lui permet puissance et précision de lancer, tout en préservant sa propre sécurité grâce à la distance. Le travail du silex bénéficie pleinement du feu qui donne aux matériaux ses qualités particulières et autorise la fabrication de lames plus longues à partir de moins 20 000 environ durant le Solutréen. Désormais, de nombreux outils différents en pierre entrent dans la panoplie de la chasse, de la pêche et de la vie quotidienne. De nouveaux matériaux sont travaillés de manière plus systématique, bois végétal et animal. Le cerf, de cerf et de renne en particulier, os, ivoire. Les hameçons servent à la pêche. Des aiguilles à chat permettent des vêtements de peau cousue. Des parures sont réalisées en coquillage et en matière animale. Des collections de fossiles et de minéraux ont même été découvertes, soulignant une curiosité, une capacité de réflexion nouvelle. C'est également à cette époque qu'apparaissent les premières représentations figurées, animales et humaines. Voilà, donc ensuite, dans l'évolution, on a 83 paléolithiques. Paléolithique, ce qui signifie l'utilisation des pierres. Hein. Voilà. Alors, il y a la notion aussi de mésolithique, c'est la période charnière, quoi, le milieu. Néolithique, ça correspond à l'agriculture. Alors, c'est une période nouvelle, nouvelle. C'est une révolution, une catastrophe, on pourrait dire même.
parce que ça a amené des maladies, la concentration des individus au même endroit, alors que les nomades avaient beaucoup moins de maladies. Hein. Voilà. Et puis un changement d'alimentation, on passe donc d'une alimentation surtout carnée à une alimentation surtout végétale, avec l'apparition du blé, de l'orge, etc., quoi, en plus grande quantité dans l'alimentation. Catastrophique. Alors, on avait dit, c'est bien, 83 paléolithique, 83. Le néolithique, c'est le malheur. 83. Page 83, d'accord. La fin de la préhistoire. L'homme de l'époque du Paléolithique supérieur est loin de la vision misérabiliste qui a parfois été diffusée. Sa vie ne se résume pas à un combat de tout instant pour survivre dans un environnement difficile. Ses actions et les traces qu'il a laissées soulignent, au contraire, la place de la réflexion, que la réflexion a occupée dans différents domaines. Le quotidien d'un habitant de l'Europe, il y a environ 40 000 à 10 000 ans environ, a varié selon les épisodes de la glaciation ou de réchauffement. Face au froid, dont le maximum se situe vers moins 20 000, les hommes se protégeaient dans des grottes et diverses formes d'habitat dont le temps d'occupation variait en fonction des saisons et des activités du groupe. Ils avaient également élaboré un artisanat de travail de la peau qui fabriquait des vêtements adaptés aux conditions climatiques. La fourrure du renne, particulièrement protectrice, était moins dangereuse à acquérir que celle des ours ou des grands mammifères. D'innombrables outils montrent qu'un travail de couture était effectué. Préparation, découpe, assemblage. L'homme de Cro-Magnon ne vivait donc pas dépenaillé. On peut le voir même comme un âge d'or, hein, juste avant le néolithique. La présence de boutons, de décorations, de ceintures découvertes sur les défunts atteste même un certain raffinement dans ces tenues. Ces restes osseux humains soulignent par ailleurs un état sanitaire moins mauvais qu'on ne l'imagine parfois. Nos lointains ancêtres ne souffraient qu'exceptionnellement de caries, car leur régime alimentaire n'incluait pas de sucre rapide et de purée. Leurs dents s'usaient en revanche, et certaines infections gingivales devaient régulièrement les toucher, faute d'hygiène. Les analyses d'os ne montrent pas non plus de carences nutritionnelles majeures. Le calcium, le fer, la vitamine D, le fluor semblent avoir été apportés en quantité suffisante par le régime alimentaire et le mode de vie. Les pathologies connues sont osseuses. Aucun tissu de partie molle ne nous est parvenu. Arthrose, scoliose, fractures semblent avoir été fréquentes. En revanche, aucun cancer osseux n'a été détecté, aucune tuberculose osseuse. Et oui, on ne vit pas en grand groupe, quoi. Hein. L'homme de la fin du Paléolithique paraît en moyenne en meilleure santé que les populations plus modestes du Moyen Âge en France. Âge d'or. Voilà. Donc ensuite, chasseur-cueilleur, page 87. Chasseur-cueilleur, ça s'arrête. La transformation progressive des chasseurs-cueilleurs. Les archéologues ont inséré une période entre le Paléolithique et le Néolithique de John Lubbock de 1865, le Mésolithique, qui s'étend de moins 10 000 à moins 7 000, moins 6 000 à peu près. Courte période. Environ selon les lieux. En 1909, Jacques de Morgan, 1854-1924, fixe le terme et milite pour son contenu négligé à ses yeux entre la fin du Paléolithique et les bouleversements du Néolithique. Dans les années 70, Jean-Georges Rozoy, né en 1922, tente à son tour de promouvoir cette période qui est mal connue
car ces vestiges ne sont pas aussi spectaculaires que ceux de la fin du Paléolithique, en particulier les grottes peintres, et pas aussi révolutionnaires que celles des périodes suivantes aux yeux de son spécialiste. Pourtant, c'est un moment essentiel de l'histoire des hommes. Il dure plus de 5000 ans et doit être considéré pour lui-même. Les archéologues ont d'ailleurs coutume de dire que le néolithique n'aurait pu s'affirmer sans la dynamique du mésolithique. Celui-ci est divisé en deux périodes successives que les techniques du travail de la pierre distinguent clairement, au point que les archéologues ont un temps cru à des invasions massives pour expliquer cette bipartition technique du travail du silex. Le premier mésolithique s'arrête au cours du 7e millénaire, tandis que le second mésolithique, plus court, prend fin quelques 1200 à 1500 ans plus tard, avec des variations selon les régions. Cette époque est également marquée par un affinement des dates et des chronologies. Les conditions environnementales expliquent en particulier des changements dans la vie des sociétés. Le début de l'Héliocène, vers moins 10 000, moins 9 000, connaît un réchauffement qui modifie peu à peu le climat et les espèces végétales et animales. Le niveau de la mer remonte et des espaces pris sur les glaces se libèrent. Les nouvelles mers, la Manche et la mer du Nord, isolent l'Angleterre qui devient bientôt une île. Les sites côtiers de cette époque font apparaître une abondante consommation de coquillages par les habitants tournés vers les espaces maritimes. Ainsi, les côtes bretonnes méridionales ont-elles livré des amas coquillers en abondance sur les sites de Bec en Dorschen, Bec-Arville, Tiviek, Heudic, Saint-Gilda, au San Gualtas, breton, dans l'estuaire de la Loire. La faune grégaire de la période migre ou disparaît, tandis que se développent les animaux des climats plus tempérés qui vivent plus isolés. Un couvert forestier plus important voit également le jour. L'homme s'adapte à ce nouvel écosystème, comme le montre le nombre croissant de sites. Il change son outillage et certaines de ses habitudes alimentaires en fonction des ressources naturelles. Le gibier le plus petit de ces milieux est chassé grâce à une invention, l'arc. L'homme adopte un mode de subsistance mixte qui lui permet de profiter au mieux des espèces animales et végétales. Au nomadisme, il associe des expéditions particulières sans exclure des haltes suffisamment longues qui lui permettent de garder captifs des animaux comme le renne ou la chèvre de montagne, mais il ne pratique pas encore l'élevage au sens plein. Les espèces restent sauvages pour l'heure, à l'exception de l'une d'entre elles, le chien, dont la domestication pourrait être plus ancienne encore et dont on trouve par exemple les restes à Thiévec en Bretagne, à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône ou à Noyen-sur-Seine en Seine-Maritime. Les réalisations rupestres, monochromes, avec des noirs, rouges, jaunes du Mésolithique sont moins spectaculaires que les grottes peintes des périodes précédentes. Elles font parfois entrer l'homme dans un répertoire figuratif stylisé, très dynamique. Les abris rocheux, près de Valence, en Espagne, présentent des scènes de chasse et de guerre qui soulignent une tendance à l'anthropomorphisme, soit sur des parois, soit sur des objets. L'image actuelle du Mésolithique est celle d'une période plutôt favorable au développement humain, avec des conditions climatiques bénéfiques pour des espèces multiples et variées qui ont profité, dans une économie de prédation, aux individus trop peu nombreux pour souffrir d'une pression démographique. La population augmente, mais sans conséquence sur ces modes de vie et de consommation. Certains chercheurs, dans les années
dans les années 70, au XXe siècle, ont même voulu y voir une sorte d'âge d'or, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avant l'arrivée d'une révolution majeure et néfaste, hein, celle du néolithique. Voilà, donc très beau livre, Préhistoire d'Europe, d'Anne Le Hoerf, chez Belin. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, il s'agira de terrible guerre du feu, de la guerre du feu. Donc c'est un tout petit livre, c'est en poche, hein, celui-là est gros, il a fait tout descendre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très très bientôt.